Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 août 2026. Alors, on va parler évidemment d'NVIDIA avec les résultats qui sont tombés et le marché qui les a plutôt achetés. On l'avait dit hier soir, des résultats exceptionnels. On va parler aussi des résultats des valeurs françaises. Alors, il y a des gros dégagements aussi sur pas mal de valeurs françaises. Sur le CAC 40, on arrive à la fin du mois, alors peut-être aussi des débouclages de position. Pour se replacer ailleurs, on voit que les pourcentages sont quand même assez forts, hein. On en reparlera sur le CAC 40. On va parler aussi de quelques valeurs autres qui sont intéressantes, qui ont donné leurs résultats, une spéculative et des actions qui vous intéressent. À noter juste les inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, qui sont tombées aujourd'hui, plus 203 000, on était à plus 206 000 dernièrement, donc c'est un chiffre qui part un peu... qui passe un peu derrière évidemment ceux de Nvidia. Avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le Brent, hein, qui continue sa lente consolidation, lente parce qu'il y a toujours des tensions, hein, au Moyen-Orient, et que le détroit d'Ormuz est toujours partiellement bloqué. Donc on a ce pétrole qui reste haut pour le moment, mais qui est toujours attiré quand même à moyen terme vers le bas, ce qui pénalise quand même pas mal de marchés. Nvidia évidemment, on l'avait dit hier, hein, les résultats exceptionnels sur Nvidia. Plus de 96 milliards. Et aussi parmi les chiffres, hein, qu'on a eu, free cash flow, environ 21 milliards, hein, de free cash flow sur le trimestre, donc assez impressionnant. Et surtout, il y a aussi les engagements d'achat, hein, qui étaient au premier trimestre autour de 119 milliards. Ils sont passés à près de 279 milliards, donc on voit que ça continue d'augmenter. Nvidia, ils vont continuer d'investir massivement, ils ont de l'argent et c'est toujours plutôt positif. La réaction, hein, du marché, très bonne, on l'avait senti hier soir. On fait un gros gap haussier, on ouvre sur les 222 et là on est sur les 225, et surtout on fait plus 7%, hein, par rapport à la veille, donc toujours aussi on va certainement aller taper les plus hauts historiques, hein, ces prochaines semaines sur Nvidia, peut-être en route vers les 300. Alors ça peut sembler un peu loin d'ici, mais il n'y a pas trop de raison de pas y croire jusqu'à la fin d'année, hein, 2026. Donc Nvidia évidemment toujours très très positif. On va faire un petit point aussi juste sur quelques autres valeurs semi-conducteurs parce que ça peut aider. La poussée d'Nvidia en tant que leader de secteur devrait aussi se propager à d'autres valeurs. Et on va regarder notamment les valeurs européennes. On a ASML Holding qui est pas loin de repartir. Là, on est en train de continuer, hein, sur l'oblique de correction, l'oblique court terme. On a déjà eu la petite réaction. Il faudra voir si on arrive à repartir. C'est les machines, hein, qui construisent des semi-conducteurs, donc on surveille. Mais pour l'instant, les mouvements sont assez retenus et on sent que c'est en train de congestionner aussi sur ASML. Donc il nous faudra un peu plus pour être vraiment à l'achat. On sait que les 1300 sont très intéressants à prendre. BE Semiconducteur, on a notre zone d'achat sur BE. Est-ce que ça peut repartir? Logiquement oui, hein, sur BE. Alors on a le support à 174, mais on avait noté cette zone là, hein, il y a quelques semaines, autour de la moyenne à 200, un peu au-dessus, un peu en dessous. Bah on y est maintenant, on y est. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est justement ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on va pouvoir sortir un peu à nouveau vers le haut, c'est-à-dire recasser la moyenne à 200 ici, les petits pointillés roses, et la moyenne à 20. Donc si c'est le cas, on sera certainement aussi à l'achat sur BE. Donc à surveiller des valeurs comme ça, et puis aller poser la question sur Ribber. Le problème de Ribber, c'est qu'elle est un peu chère, hein. Elle a un PER super élevé, elle est passée très rapidement, on le voit de 3 euros à 18 euros. Donc forcément il y a une part de spéculation, et puis le temps que les chiffres soient digérés, et puis il faut surtout qu'ils se maintiennent à des niveaux stratosphériques, donc ça c'est pas possible. Donc c'est normal qu'on ait une consolidation, et on avait parlé de cette zone là, hein, d'achat sur Ribber, et plutôt le bas de la zone, à savoir les 6,50. On est encore loin, on est à 8,80. Donc sur les 11 on est très cher.
Là, on est moyennement cher, et puis peut-être que sur les 6,50, ce sera intéressant. Alors le marché, le secteur peut aider, mais belle valeur Ribert, mais elle a beaucoup monté, elle est chère actuellement, donc je pense que ça l'empêche de repartir vraiment, et le potentiel est un peu faible si on le prend maintenant. C'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être attendre. On reparlera d'autres valeurs semi un peu plus tard, et on va faire les valeurs du CAC 40 notamment, parce que ça a été un peu violent aussi sur le CAC 40, hein, pas fait les choses à moitié. Alors juste STM, c'était microélectronique, qui est toujours dans sa phase de consolidation, qui pourrait peut-être partir, hein, à la faveur de Nvidia sur les semis. On sait que avant c'était le marché automobile sur STM, elle s'est un peu recentrée sur la technologie, la tech et l'IA, donc c'est un nouveau marché qui devrait bien l'aider. On suit l'oblique, on suit les résistances là, 45-49, les moyennes. Si ça repart, peut-être qu'on aura un signal d'achat sur ST Microélectronique. Pour l'instant, c'est pas le cas depuis les résultats qui ont été vendus, mais on voit un certain stop là autour des 42, donc plutôt intéressant si on revient fortement vers le haut. Sur ST Microélectronique, on va voir quand même quelques grosses valeurs qui ont donné leurs résultats, et notamment Eiffage. Alors là, c'était la mauvaise surprise du jour, hein. Des résultats plutôt corrects, en accord avec ce qu'on attendait sur Eiffage. Les chiffres, ils sont où? Les chiffres des travaux, hein, en construction, infrastructure, énergie système, construction, on est entre 5 et 10% par là, en mieux, hein. Le bénéfice par bénéfice du groupe a dépassé les 8%. On a été un peu au-delà de ce qu'on avait fait les derniers trimestres, donc les chiffres sont bons, hein, sur bénéfice net aussi, il a progressé de 9%. Maintenant, par rapport à d'autres du même secteur, et notamment un peu ce que faisait Vinci et autres, on a le secteur énergie qui a été moins bon. Ça, on sait que c'est un relais de croissance intéressant sur FH, hein. Il y a construction, concession et énergie. Dernièrement, l'énergie, c'est en train de bien fonctionner. Et là, sur FH, les chiffres n'étaient pas terribles. Une deuxième chose, c'était alors, la construction. Vu l'état, on va dire, de l'état français, et on n'a pas trop de plan de relance, un peu comme en Allemagne. On sait qu'on est énormément endetté, qu'on va peut-être encore raboter sur les budgets. Si on a un budget, parce qu'ils sont encore en train de faire n'importe quoi au niveau de la politique, donc ça rassure pas. Et on se dit que les contrats qui vont tomber, ils sont pas forcément très intéressants. Donc on a confirmé la fin 2026 et la suite. On s'attendait peut-être à mieux, donc là c'est moyen aussi. Et puis enfin on a les concessions avec les voitures, hein, les autoroutes. Et là le coût de l'essence a impacté directement, hein, les concessions, parce qu'il y a eu moins de trajets, donc moins d'argent qui est rentré pour FH. Donc tout ça, ça fait que finalement des résultats un peu conformes, c'est pas terrible, et ça a été vendu. Alors vendu dans des proportions quand même assez importante, hein. On perd 7%, 7,4%. On fait un petit gap baissier à l'ouverture. C'est évidemment un gros signal de vente. Alors on n'était pas au mieux, hein, depuis quelques semaines, depuis même 2 semaines environ, parce que on aurait dû réagir un peu avant. On était en train de casser, et là on a la confirmation. Donc négatif maintenant sur FH, évidemment, hein, depuis les résultats de ce matin qui n'ont pas été appréciés. C'est mauvais, et on y reviendra bien plus tard. Un point évidemment sur Vinci, qui est le concurrent, qui s'en est sorti un peu mieux, mais c'est un peu les mêmes conséquences quand même sur Vinci. Donc là aussi on a un signal de vente, hein. Les 117 qu'on avait tenus au mois de juillet n'ont pas tenu cette fois. On met un gros chandelier en négatif. Là aussi on avait cassé la moyenne à 200, donc on était un peu limite, pas très rassuré. Et finalement alors c'est pas les résultats de Vinci, mais les résultats d'Eiffage par répercussion impactent négativement Vinci aussi. Les résultats, ils étaient là, hein, sur Vinci le 30 juillet. Donc on n'y arrive pas sur... alors ça reste des bonnes valeurs, malheureusement à court terme. Va plutôt falloir quitter ou alléger très fortement, hein, parce qu'on est négatif maintenant. Un point aussi sur Pernod Ricard. Les résultats. Alors les résultats, ce qui a été
Sur Pernod Ricard, c'était notamment les difficultés. Alors on espérait 2 milliards 31, on fait 2 milliards 21. On n'avait même pas fait 2 milliards hein, il y a 3 mois. C'est quand même un peu moins bien. On a connu des trimestres un peu meilleurs. Mais le problème, c'est ça, hein, c'est les difficultés aux États-Unis et en Chine. On espère aussi toujours des taxations un peu moins fortes, mais la reprise américaine et chinoise est toujours trop faible pour relancer le marché. Maintenant, ça doit être pondéré, je pense, parce que c'est quand même largement dans le cours, il me semble. Donc, on va pas être baissier sur Pernod Ricard. On va pas être négatif. On va surveiller. Mais on a déjà fait des signes de reprise au mois de mars. On en est revenu plusieurs fois là sur la moyenne à 200. Les résultats n'ont pas plu. Les résultats n'ont pas été achetés. Maintenant, je pense qu'on va rester neutre quand même sur Pernod Ricard. On voit la mèche basque ici, quand même assez importante. Hein. Elle est assez grosse. Donc, alors oui, on perd quasiment 4,5%. Mais il n'y a pas de raison, je pense, de se mettre encore dans une dynamique baissière de fond. Je pense qu'on va rester entre les 59 et les 66 pendant quelques temps. Sur Pernod Ricard, on va aussi parler de CrowdStrike, parce que CrowdStrike, ils ont donné leurs résultats. Donc la valeur hein, qui fait la cybersécurité, et ça a été plutôt très bien accueilli avec des bons chiffres et des résultats achetés sur CrowdStrike. Petit gap haussier, on relance un peu la machine. Le problème sur CrowdStrike, c'est est-ce qu'on serait pas un peu cher? On va regarder, parce que les niveaux de valorisation commencent à être peut-être un peu tendus. On était avant les résultats là. Il y a un négatif en plus. On perd de l'argent sur CrowdStrike, donc c'est compliqué d'avoir une valeur qui continue de monter comme ça avec un PER négatif. C'est la première chose. Hop, les graphiques. Voilà, on va regarder profil financier. Alors les chiffres d'affaires sont corrects, même plutôt bons, hein, on le voit, ils sont toujours haussiers, donc on gagne toujours de plus en plus d'argent, mais le résultat net, malheureusement, on a du mal encore à être positif et à dégager de l'argent. Donc une valeur comme ça, qui est quand même quasiment sur ses plus hauts historiques, il faut être prudent. On peut peut-être jouer le court terme sur le momentum intéressant hein, suite aux résultats. Mais il pourrait y avoir quand même une correction importante, parce que le bénéfice de CrowdStrike il est pour l'instant un peu limité, donc je trouve ça un peu risqué de se mettre sur CrowdStrike. Il y a d'autres valeurs qui sont un peu mieux gérées, on va dire. Alors évidemment on joue le futur hein, sur cette valeur, évidemment ça continue de monter les chiffres d'affaires, on joue la bascule, mais c'est déjà beaucoup valorisé, et c'est un petit attention que je mets. Il y a une valeur spéculative, une petite, on en avait déjà parlé, les membres la jouent parfois pour jouer notamment les poussées, hein, les fortes poussées. C'est sur Ipango, fournisseur d'électricité, qui avait retrouvé hein, son autorisation de vente de l'électricité, donc c'est pas ça. Pango. Mets-le moi en France. Voilà. Donc, on n'était pas loin hein, de la faillite. Il y avait des procédures judiciaires. Donc, on le voit, le cours est très risqué. Hein. On est sous l'euro. L'euro, il est ici. Il était au mois de février 2024. Là, on est à quelques centimes, mais on le voit souvent, il y a des poussées. Et là, aujourd'hui, on a eu encore, et puis depuis quelques jours aussi, on a eu début août quelques poussées. On en a eu encore une forte aujourd'hui. Donc, potentiellement, on pourrait avoir encore des poussées qui nous font du x2, hein, voire plus sur Ipango. Donc, une petite valeur spéculative éventuellement à jouer. Ça peut être intéressant. Et enfin, les valeurs qui vous intéresse. Alors de CRSI, je crois qu'on l'avait fait hier, je l'ai renoté pour aujourd'hui. C'est toujours neutre hein, sur de CRSI tant qu'on n'a pas cassé les 3.8, c'est ce qu'il faudra faire. Donc là pour l'instant on accumule autour de la moyenne à 200, mais
à voir. C'est une valeur oui, en relation aussi avec la tech et les semi-conducteurs quelque part, mais c'est une valeur serveur, hein, donc c'est plus les valeurs tech et serveurs qui vont la faire pousser vers le haut. Et pour l'instant, c'est neutre. Abercrombie, joli. Il va y avoir des résultats là il y a 2 jours, beaucoup de volume, un gros gap haussier. On est favorable hein, depuis la fin de l'année dernière. On revient quand même sur les 140 qui avaient été beaucoup joués, beaucoup travaillés ces dernières années. Alors on le casse sur le gap d'hier, aujourd'hui on est au-dessus. Je pense que c'est une zone qui peut servir peut-être de stop, hein, vérifier cette zone-là. Si on y revient, il y a peut-être des prises de bénéfices à faire sur cette valeur-là. Sinon, si on veut jouer vraiment le long terme, bah oui, on peut peut-être jouer la poussée vers les 196. Pourquoi pas, c'est très positif hein, ce qu'elle vient de donner, donc favorable. Asmodée, on avait des zones d'achat intéressantes sur les 133 là, une première fois et une deuxième fois. Alors on est toujours haussier, le timing actuellement est pas terrible, mais pourquoi pas, on vient de... Alors on n'en a pas comblé le gap, il y a toujours un petit gap ici. Là le timing est pas idéal hein, par rapport à un achat. Donc peut-être voir un comblage de gap et un redémarrage assez fort, sinon pour du trend following on est toujours haussier de toute façon. Biomérieux, alors Biomérieux, 2 choses. On a eu un gros gap négatif ici hein, qui nous met la valeur vraiment dans une tendance défavorable, et puis on a eu surtout une accumulation là sur l'ancien plus bas hein, sur un support à 70, donc elle n'a pas engagé une dynamique baissière Biomérieux, donc ça c'est pas mal déjà. Grosse baisse et après on reste sur les mêmes niveaux autour des 70. Là il y a un chandelier qui est intéressant hein, le 28 juillet, on part de très bas, on finit très haut, il englobe tout, donc on est plutôt haussier hein, depuis ce chandelier là, c'est à dire qu'on va maintenant voir une figure un peu comme ça pour aller plus ou moins vers le comblage de gap ou un retournement. Donc on va dire qu'on est dans une tendance à la remontée, mais ça reste faiblard pour le moment, donc ça peut se jouer, mais si on a des mauvaises nouvelles ça peut vite faire pchit, donc attention. Mais oui, depuis fin juillet on peut jouer ça hein, sur Biomérieux. Carnegie Clean Energy, alors je sais pas où elle est, là je l'ai prise au Nasdaq, peut-être scandinave ou suédoise. Là aussi le timing est pas top, parce que on a quand même des belles poussées qui sont intervenues ici autour du, on va dire le 19 mai, 18-19 mai, là on a une belle poussée qui s'achète. Derrière évidemment spéculation, derrière on revient, fait le pullback et on en est là. Donc rebond technique actuellement, et derrière le rebond technique on aura la congestion, donc c'est ça qu'il faut attendre je pense. Le plus haut du rebond technique, la phase de congestion, et la sortie de cette congestion sera à acheter si on casse vers le haut. Si on revient là et qu'on casse vers le bas, on oubliera idée logistique. On n'aime pas ces chandeliers là, un chandelier qui part très haut, même en gap haussier, mais qui finalement sont vendus pendant toute la journée, toute la séance. Gros chandelier rouge, mauvais. Pour moi c'est un signal clairement baissier, c'est un signal de vente ici. Donc prudence, on verra hein, les prochains jours si on tient les 324. Éventuellement hein, ça peut suffire, mais ce genre de chandelier ça fait quand même un peu peur hein. On risque de continuer qu'est-ce que j'ai fait, hop, on risque de continuer la tendance comme ça vers le bas, je pense, sur idée logistique qui était déjà un peu entamée, donc pas terrible. Jumbo Interactive, qu'est-ce qu'ils font Jumbo? Entreprise australienne spécialisée dans les solutions de loterie en ligne. D'accord. Ah oui, Jumbo, j'avais déjà vu. Alors, hop. Ah ben je sais pas s'ils sont taxés comme la FDJ, mais ouais,
c'est pas super ce que nous fait Jumbo. Un petit support là qui est intéressant. Alors, on va zoomer dessus. Hop, 5,80. 5,80, ça fonctionne pour le moment, donc ça c'est pas mal. Mais la tendance, on le voit, elle est toujours très mauvaise, négative. Donc on a une première réaction ici. Là on est plutôt dans le long terme sur Jumbo. Hein. Ce qu'on va voir c'est ici, on le voit ici, on est juin 2027. Ah oui, on a 2026, non c'est dans un an. J'ai du mal avec les années. Oui c'est ça. Donc ça, on est dans quasiment un an ici. Et je pense que c'est un peu ce qu'elle risque de faire. Donc, valeur vraiment long terme, on va dire. On va peut-être faire ça. On va peut-être revenir ici. Donc, travailler là. Ça va mettre beaucoup de temps, je pense, à sortir. Hein. La figure est très longue. Après, si on veut une figure un peu plus courte, sur Jumbo, on a le rebond technique ici à surveiller. Et on est en dessous de toute façon. Parrot, oui ça se surveille Parrot parce que c'est en train de congestionner, qu'on a un support là à 9,48, donc si on peut repartir fort, mais pour l'instant il n'y a pas de volume, il n'y a pas de signal, ça peut s'anticiper, mais si on va vers le bas faut oublier, éventuellement on pourrait avoir une belle sortie sur les drones. Symbotic, spécialisé dans la technologie et l'automatisation des entrepôts. Alors, c'est pas terrible. Pas terrible. Oui, j'avais dû faire épaule, tête, épaule, je crois, là-dessus. Donc, épaule, tête, épaule, la ligne de cou. Et là, on est sur la ligne de cou, on est en train de la casser. Donc, a priori, catastrophe sur Symbotic. Il n'y a aucun signal positif. On a cassé la moyenne à 200, on est en train de revenir sur la ligne de coup, on revient éventuellement là sur les 36,6, si ça casse, c'est pas bon, hein. Il y a tout qui va plutôt dans le rouge. Alors éventuellement on aura la résurrection si on a quelque chose de fort comme ça, mais on n'en prend pas le chemin. Worldline, que dire sur Worldline qui était au CAC 40 il y a quelques temps. On n'était pas sur les 3500 € évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dilué l'action énormément et qu'on a fait des regroupements d'actions et qu'on a dilué et complètement flingué les actionnaires et qu'on a fait des augmentations de capital. Donc on est passé d'un cours ici à l'équivalent de 3500, mais c'était pas le cas, hein. C'était quelques centaines d'euros à l'époque. Et aujourd'hui ça vaut 13 €. Mais ça devrait valoir des centimes, ça vaut plus rien. On a un gap monstrueux là encore. C'est ticket de loterie, hein, Worldline. Faudrait voir vraiment un gros changement de. On le voit là, une augmentation de capital énorme, hein, sur les volumes. Donc non, c'est négatif. Jusqu'au jour où on a quelque chose qui vient tout changer sur Worldline, hein, une annonce. Une reprise, éventuellement une OPA, mais bon, une OPA, on va jouer certainement à 30% et pas plus. Est-ce qu'on va avoir une résurrection sur Worldline? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Yellow Cake, ça doit être pour le symbole, hein, de l'uranium. C'est assez marrant. Yellow Cake. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur Yellow Cake? Donc, l'uranium, on l'a vu hier, hein, plutôt positif. Ça repart. Alors j'ai mis cette oblique là, mais elle n'est pas encore pertinente parce qu'il y a 2 points d'impact. Par contre, cette oblique blanche ici, elle est beaucoup plus pertinente, hein. Regardez les points d'impact: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis là on le casse enfin. Donc là on avait un vrai signal sur l'uranium. On recasse la moyenne à 200, on vient de faire un échec, je l'ai mis, mais encore une fois cette oblique rouge, c'est pour l'instant une hypothèse de travail, c'est pas pertinent, mais on est plutôt positif, hein, sur Yellow Cake évidemment. Et les replis devront a priori s'acheter sur l'uranium, porté aussi par Nvidia, hein, Nvidia qui relance le secteur semi-conducteur, le secteur data center, et donc data center, consommation électrique, donc uranium. A priori, on devrait être haussier ces prochains mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent.
et les actions hein, que vous voulez qu'on analyse. Les questions, si vous en avez, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et vos réflexions aussi par rapport à des actions, hein, pas forcément des questions, des actions auxquelles vous croyez, des infos que vous avez sur certaines valeurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager avec toute la communauté. Bon trade et à plus.